Isabelle Sarek, donc vous êtes une ex-patineuse de haut niveau, dans un contexte très difficile actuellement de scandale, d'agression sexuelle dans le monde du patinage. La parole se libère et vous avez vous aussi eu envie aujourd'hui de parler, de témoigner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vécu, dans quel contexte c'est arrivé? Alors j'étais championne de France solo et ma discipline n'étant reconnue au niveau international qu'en couple, on m'a trouvé un partenaire sur Lyon et du coup j'ai fait le choix d'arrêter ma scolarité pour partir sur Lyon, continuer avec le CNED et essayer de réaliser mon rêve de rentrer en équipe de France et d'aller plus loin. Et c'est comme ça que j'ai été entraînée par une personne qui, après avoir eu des paroles graveleuses et des gestes déplacés, a une fois été plus loin. Voilà, alors c'est vrai que ce qu'a exprimé Sarah m'a beaucoup affectée, m'a bouleversée pour elle. Et c'est rentré en résonance un peu avec ce que j'avais vécu. Moi, ça n'a pas été aussi violent qu'elle. Et d'autant que je l'ai côtoyée en équipe de France. Et je pense que c'était maintenant qu'il fallait parler de cet homme. D'autant que j'ai su, il y a un peu plus d'1 an, qu'il avait été inquiété par la justice, qu'il avait continué ses méfaits. Et il faut que ces personnes ne soient plus en mesure de pouvoir réitérer leurs agissements. Donc vous étiez en discipline de danse avec un partenaire et cet entraîneur venait, alors vous me disiez, il avait des gestes déplacés d'abord, ça a commencé comme ça? Oui, en patinage, c'est ce qu'a très bien expliqué d'ailleurs Sarah lors d'un interview à la télé, quand un entraîneur vous corrige, il est amené à vous toucher, à vous replacer une épaule, une hanche, vous allongez la jambe, vous replacez le port de tête, etc. Et autant j'ai eu des entraîneurs comme Martin Skotnicki, quand il vous prenait le bassin ou la hanche, il prenait l'os de la hanche, il ne vous prenait pas la fesse. Autant quand on vous replace l'épaule, la main se retire directement, il ne glissait pas sur votre poitrine. Enfin, il y avait plein de gestes comme ça que j'ai bien fait la différence après. Que cet entraîneur, c'était pas très normal, mais on est sur la glace, on est quand même dans un lieu public, personne ne réagit trop, ça se passe très rapidement, c'est furtif. Ça glisse, ça repart, les autres autour, chacun est dans son truc pour s'entraîner, répète son programme, on ne fait pas vraiment attention. Et du coup, on est un peu perdu, surtout quand on a 15 ans et demi, 16 ans. D'autant qu'à l'époque, on n'était pas informé de tous ces sujets comme peut l'être la jeunesse maintenant. Il avait un comportement donc malsain et malheureusement, il ne s'est pas arrêté là. Un soir, dans une voiture, il vous a violé, on peut dire ça. Vraiment, les mots sont forts, mais c'est une agression sexuelle. Oui, je me suis... oui, un jour, on rentrait d'une compétition à Meudon, des interligues. Et on n'a pas dormi sur place à l'hôtel, on a décidé de rentrer dans la nuit. Et effectivement, j'étais dans la voiture qui était conduite par la mère de mon partenaire. Et mon partenaire était à ma droite, cet homme était à ma gauche, j'étais au milieu. La femme de cet homme, qui était ni plus ni moins la sœur de mon partenaire, était devant. Et effectivement, il a profité de ce trajet sur autoroute de nuit pour aller plus loin et, comment dire, avec son doigt, aller beaucoup plus loin et s'amuser un peu. Et j'étais pétrifiée, voyant que sa femme était devant, que sa belle-mère conduisait, que mon partenaire, qui était mon premier amour, était à mes côtés. J'avais 16 ans et demi. Je ne savais pas quoi faire. Actuellement, je saurais, je prendrais une grande claque et je crierais et j'aurais pas peur, entre guillemets, de faire scandale, mais à l'époque, c'était pétrifiant et
Et ça voulait dire aussi, parler, ça veut dire aussi, comme l'a très bien expliqué Sarah, la fin de sa carrière, la fin de son rêve, la fin de tout, quoi. Et la honte, et la peur, et elle a vraiment raison quand elle dit que, que la honte doit changer de camp, et c'est pour ça que j'ai été amenée à m'exprimer. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Il peut pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle a été votre réaction à ce moment-là ? Ça a été, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui se passe ? J'essayais de me tourner, mais je voulais être discrète. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi il fait ça ? C'est comme si le temps s'arrêtait et je savais vraiment pas quoi faire. J'étais comme si j'attendais que ça passe, en fait. Que ça s'arrête, que ça se termine, que... Voilà, je me dis à un moment, ça va bien s'arrêter et ce sera fini. Est-ce qu'il vous a parlé pendant ce temps-là ? Est-ce qu'il Non. vous a donné des consignes, j'allais dire ou... Non, rien. Donc concrètement, il a mis sa main dans votre culotte, il vous a violé à ce moment-là ? Avec, oui, le doigt. Mais je ne pensais pas quelque part avoir été violée parce que dans ma tête, un viol, c'est pénétration par le sexe de quelqu'un et il a fallu MeToo et que j'entende certains témoignages pour que je réalise et peut-être que je traîne un mal-être depuis toutes ces années qui est lié à ça. Cet homme-là, après, vous le disiez, à ce moment-là, vous êtes pétrifié. Le jour d'après, le lendemain, les jours d'après, comment ça se passe avec lui ? Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Moi, j'osais pas parler. J'étais, j'étais sur la glace. J'essayais d'être normale. Et voilà. À ce moment-là, vous n'avez pas osé en parler ni à votre partenaire, ni à votre famille ? Non. Pourquoi ? La peur, la honte. Quand on a 15 ans et demi, 16 ans, je crois que on se sent coupable et presque responsable de ce qui nous est arrivé. Et puis la peur de ne pas être crue, que j'ai pu inventer ça. Qu'on pourrait me dire, bah attends, il y avait ton partenaire à côté, il y avait la belle-mère de ton entraîneur qui conduisait, sa femme qui était devant. Voilà, oui, ça peut paraître dingue. Et moi-même, je me disais, mais il ose un truc, c'est dingue. Et en plus, sa femme était quelqu'un de vraiment gentil, qui faisait une fac de langue, qui nous aidait pour nos cours en langue par correspondance. C'était... Voilà, j'étais aussi à me dire, mais je peux rien dire, ça va lui faire trop de mal. On en vient à inverser le... Mais j'avais honte, c'était presque... J'avais presque la sensation qu'il trompait sa femme avec moi en faisant ça, quoi. Et avec lui, vous en avez jamais parlé ? Non. Peur. C'était dur de l'affronter ? Ouais. Mais ce qui était d'autant plus dur de l'affronter, c'est que j'étais dans le cercle familial. J'avais toute la famille de lui autour de moi et je me disais, j'étais seule en fait. Je vivais chez mon partenaire, donc chez sa belle-mère. Sa femme nous donnait des cours, je vivais chez eux, alors pas chez l'entraîneur, puisqu'ils étaient mariés avec sa femme, ils vivaient dans un autre appartement, mais j'étais dans le cercle familial de toute la famille de lui, par conséquent, et de celle de mon partenaire, donc sa belle famille en fait. Donc, vous avez quand même, après plus tard, vous en avez parlé un peu quand même. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là ? Comment est venu ? À qui vous en avez parlé ? Alors j'en ai parlé au président du club. Enfin, j'ai alerté à sa femme, lequel président était médecin. Et ils ont un peu minimisé l'affaire parce que je ne voulais pas continuer de m'entraîner à Lyon.
pourtant on venait de rentrer en équipe de France, un bel avenir nous était... Enfin, on avait un avenir prometteur, il faut du travail, il y a de la concurrence, on était conscients. Et ça a été, par les adultes, je trouve, minimisé un peu. Et même quand mes parents ont pris conscience que j'avais été, entre guillemets, j'ai plus expliqué le côté pleuté que le reste, que je n'ai jamais osé, parce que je sais que mon père était capable peut-être du pire vis-à-vis de cet homme. Et que ça aurait signé aussi la fin de ma carrière, la fin de mes rêves. Comme elle dit, Sarah, elle dit, on perd tout. Et on a tellement sacrifié, donné pour en arriver là que on n'a pas envie de signer sa propre carrière et on essaye de passer outre ce qui nous arrive. Et finalement, il y a eu une grande réunion avec ce monsieur, sa femme, la mère de mon partenaire, mes parents, et on m'a dit simplement qu'il était familier. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a dit ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti? De l'injustice. Je ne me suis pas sentie soutenue par mon partenaire à l'époque, qui depuis m'a dit ne pas se rappeler qu'on était jeunes et qui ne s'est pas rappelé. Et moi, par contre, j'ai été marquée. Je me rappelle de tous les détails. Je me rappelle de la marque de la voiture qui était une R16. Je me rappelle voilà, de la compétition, de la place, qu'il était bien à ma gauche. Enfin voilà, mais... donc par contre, ça a été, je ne remettrai pas les pieds à Lyon avec cet entraîneur, quoi, parce que je me dis, doué, pas doué, talentueux, pas talentueux, je tiendrai pas. Et il n'était pas forcément très compétent non plus. Et après, vous avez un peu enfoui cette histoire, cet acte-là. Vous êtes passé outre. Comment ça s'est passé après dans votre carrière? Je ne sais pas si inconsciemment je suis passée outre, mais oui, j'ai essayé de l'enfouir, d'oublier et de me concentrer sur mon objectif, d'aller au championnat du monde, de mener une carrière, si possible, qui m'amènerait aux Jeux Olympiques. Mes parents sacrifiaient énormément de choses pour me payer l'entraînement à Oberstdorf en Bavière, où on a fini par rejoindre Martin Skotnicki, après plusieurs pérégrinations en France. Et le Deutsche Mark étant à 3,50 francs, mes parents ont beaucoup sacrifié de choses, même si on avait quelques subventions de la Fédé, mais c'était loin de tout payer. Et je me suis concentrée là-dessus, même si au fond de moi il y avait une certaine souffrance, une méfiance envers les hommes, et que ça a influencé, oui, sur ma vie affective, oui. Aujourd'hui, on vous sent dégoûté par le monde du patinage? Ah oui. C'est à la fois un sport qui est magnifique et ça a été ma passion. Mais déjà, on a brisé notre fin de carrière. Les gens qui gravitent, qui ont les responsabilités dans ce milieu, souvent ne sont pas très sains, ou il y a beaucoup d'arrangements ou de choses qui ne sont pas très sport. Vous avez une expression qui est un petit peu emblématique, je trouvais, de ce milieu. Vous disiez, c'est un diamant, le patinage. Dans un écrin de merde. En tout cas, de ce que j'en ai vécu, c'est pour ça que j'ai pas voulu dépendre de ce milieu plus tard pour en vivre. Parce que soit vous devenez comme eux, et moi j'aurais pas pu me regarder dans la glace, soit faut s'extraire de ce milieu. Et voilà, humainement parlant, j'ai côtoyé des gens, quelques personnes qui étaient humainement des belles personnes et qui sont restées mes amies, donc il n'y en a pas beaucoup. Et beaucoup de gens qui marchent par intérêt, qui sont superficiels, qui vous tirent dans les pattes. C'est un milieu et un sport où vous pouvez être la meilleure et ne jamais être la première. Et parce que vous n'êtes pas dans le bon timing, parce que vous n'êtes pas avec le bon entraîneur, vous vous entraînez pas dans le bon pays. Et votre valeur, finalement, elle n'est pas forcément reconnue à juste titre. Alors, pour revenir à cet entraîneur, vous le disiez, il y a quelque temps, vous avez su qu'il avait
maille à partir avec la justice, qu'il avait été condamné, qu'il y avait une lettre qui avait été envoyée à tous les clubs de patinage pour dire de ne pas l'embaucher. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez appris Alors oui, en juillet 2018, j'ai des amis qui ont une patinoire, qui m'ont alertée et auxquels j'avais révélé ce que j'avais vécu avec cet entraîneur. Et ces rares personnes humainement parlant qui sont des gens bien du patinage. Et du coup, ils m'ont dit, Isabelle, le gars qui t'a fait du mal, on a reçu un mail comme quoi il ne doit pas du tout de jeunesse et sport et de la ligue, qu'il ne doit pas approcher de jeunes si jamais il postulait au sein des clubs. Parce qu'il était sous le coup d'une instruction judiciaire ou d'une enquête. Et je me suis dit, waouh, j'ai 50 ans, j'avais 17 ans, il a fallu 33 ans pour qu'ils soient inquiétés, c'est pas possible. Mais ça m'a soulagée quand même, qu'il puisse être pointé du doigt. Et depuis, avec les investigations de certains journalistes, j'ai pu apprendre aussi que c'est quelqu'un qui avait été licencié pour faute, qu'il y avait eu des plaintes contre lui pour ses déplacements, ses gestes, déplacés, ses propos, peut-être des choses plus graves, et qu'il avait été au tribunal correctionnel, qu'il y avait eu aussi des violences conjugales, voilà. Donc c'est un soulagement? Oui, parce que c'est pas moi qui étais en faute, c'est pas moi qui étais pas normale, c'est lui. C'est lui. Et vous avez mis du temps à prendre conscience de ça? Oui. Je commence à prendre conscience que c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute ce qui m'est arrivé. Quand vous avez su qu'il y avait cette lettre, vous avez voulu aussi écrire au procureur de la République? Oui, il y a un an, j'ai rédigé une lettre que je voulais écrire au procureur de la République de Dijon, mais je ne savais pas dans quelle affaire il était impliqué. Je ne savais pas véritablement si je devais l'adresser au procureur ou pas. J'avais aussi peur même si ça n'était qu'un témoignage, puisque pour moi il y a prescription, et que voilà, quand j'ai eu la force d'en parler un petit peu, de demander conseil et d'expliquer ce qui m'était arrivé, peut-être avec la maturité, on va dire, et puis toute la mouvance actuelle autour de la parole de la femme, j'ai été un petit peu démunie en fait. Je ne savais pas comment faire, j'avais peur que ça se retourne contre moi, que je sois attaquée pour diffamation, parce que finalement ça peut être sa parole contre la mienne. Mais voilà, au vu de la démarche de Sarah, de d'autres affaires, je me dis que c'est important de parler. C'est important de parler que cet homme ou que d'autres hommes de cette trempe-là ne soient plus en mesure d'être dans une position de prédateur, en fait. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, justement, avec ces révélations et le mouvement global qui se passe dans le patinage de sport français? Alors déjà, si notre sport pouvait être assaini, que tous les gens qui sont en place depuis 30 ans et qui gardent ce milieu sous une forme d'hégémonie un petit peu, je trouve, des fois malsaine, qui est des gens de terrain plus sains, moins motivés par leurs intérêts que par ceux des athlètes, soient en place. Qu'effectivement, tout comme il y a eu un fichier national pour les ADN avec l'affaire, je crois, c'était... je ne me rappelle plus. Mais bref, qu'il y ait un fichier national de ces gens qui sont impliqués dans ces agressions et ces violences sexuelles. Et pour ça, il faut que les gens y parlent. Ils parlent. Et pour que des jeunes, maintenant, quand ils vont faire du sport, ils soient protégés, qu'ils n'aient pas à avoir peur et qu'on ne puisse pas, en tant que parent aussi, se dire pourvu que mon gamin ne soit pas tombé sur un entraîneur vicieux. Voilà, parce qu'on ne doit pas vivre ce genre de situation quand on fait du sport. C'est pour être mieux dans son corps, dans sa tête, pas l'inverse. Il y a une emprise, selon vous, vraiment des entraîneurs et des dirigeants autour quand on fait du sport à haut niveau particulièrement? Bien sûr, il faut être dans les petits papiers des uns ou des autres et faut aller
dans le sens voilà, de la politique du moment ou des gens qui tiennent les rênes. Sinon, vous serez un petit peu éjecté ou bloqué. Donc oui, et puis l'entraîneur, un petit peu par son statut, je dirais c'est un peu un père sportif. Donc c'est une famille sportive, c'est quelqu'un à haut niveau. Votre partenaire et votre entraîneur ou votre chorégraphe, vous allez passer 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, voire 10 heures des fois quand il y a des gros coups de bourre. Et c'est quelqu'un avec qui vous vivez au quotidien, 6 jours sur 7, à la patinoire. Donc oui, il y a par la force des choses, il y a l'emprise, elle est aussi déjà par le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de l'entraîneur, des fois l'admiration. Moi, avec mon entraîneur, avec Martin Skotnicki, j'avais de l'admiration. C'était quelqu'un voilà, que je respectais, que j'admirais, que j'écoutais. Enfin, voilà, et c'est la personne, c'est comme quand on était enfant, le prof, on l'écoute. Maintenant, ils sont moins comme ça peut-être, mais Qu'est-ce qui explique selon vous que, comme vous, il y ait beaucoup de femmes qui aient mis du temps à parler et qui ont mis du temps à réaliser qu'elles ont été victimes d'une agression sexuelle? Alors, je pense qu'il y a la honte et la culpabilité dans un premier temps. Le regard des autres. En plus, en patinage, on vit beaucoup à travers le regard des autres. On existe à travers le regard des autres, en fait. Et après, je crois que pour ma génération, c'était à une époque où on n'en parlait pas. Effectivement, il y avait une omerta, il y avait peut-être une banalisation du fait que c'est pas bien si grave, hein. T'en remettras, c'est pas grave, ça arrive. C'est pour ça que vous parlez, c'est justement pour que ça n'arrive plus? Bien sûr, ça doit pas arriver. C'est pas, je veux dire, un rapport physique, donner son corps à quelqu'un, accepter d'être touché, ça doit être un consentement mutuel et ça doit se faire dans des conditions plus belles. Plus, je vais pas faire fleur bleue romantique, mais partagé en tout cas. Est-ce que, concernant cet homme, vous espérez qu'il soit condamné, qu'il y ait une action en justice? Alors je sais qu'il y a déjà eu des actions en justice, qu'il a déjà été condamné. Après, je ne sais pas jusqu'où ont été ces condamnations. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il ne passe pas à travers les mailles du filet. Pour vous, il y a prescription. Est-ce que vous aimeriez que ce délai de prescription il soit étendu? Je partage tout à fait le combat de Sarah pour dire que dans ce style d'affaires, il ne devrait pas y avoir prescription parce qu'on peut mettre 30 ans à parler. Comme elle a fait une amnésie, le cerveau des fois met en place des mécanismes pour se préserver. Et on peut rester 10 ans, 15 ans à garder ça tout au fond, enfoui, et à l'occasion d'un événement ou d'une maladie où ça peut remonter. Moi, je sais que c'est remonté très violemment quand ma fille qui faisait du patinage, parce que je l'ai mis sur les patins, et elle tournait pas trop mal, et qu'elle est rentrée en sport-études à Annecy. Pour moi, ça a été le déclencheur d'une totale décompensation, parce que même si son histoire n'aurait pas été la même que la mienne, ce qu'il y avait de rattaché au patinage, je ne pouvais pas, au fond de moi, je l'ai compris après, je ne pouvais pas accepter que ma fille puisse, dans ce milieu, si elle continuait, être confrontée à ce genre de situation. C'était inconcevable. Donc, voilà. Contre mon avis, son papa a quand même tenu à ce qu'elle aille en sport-études parce que c'était son rêve, mais moi, ça m'a fait complètement décompenser parce que
il y avait trop de choses liées à ce milieu. Quel est votre lien maintenant avec le monde de la glace, avec le patinage? Alors le lien, il est, voilà, parfois je chausse les patins et je continue un petit peu de monter des chorégraphies. J'ai fait 1 ou 2 spectacles avec mes amis qui tiennent une patinoire, donc quand je peux, parce que je peux y aller que sur mes vacances scolaires, comme je suis enseignante. Et voilà, autrement je monte quelques chorégraphies de temps à autre. Je garde un pied sur la glace, mais très peu dans le milieu du patinage français. Le fait que le président de la fédération ait démissionné, c'est une bonne nouvelle pour vous? Pour moi, je ne sais pas, mais pour le patinage, oui, c'est une bonne nouvelle. Oui. Il y avait vraiment besoin de faire table rase? Je pense qu'il y a besoin d'un grand ménage, oui, dans notre fédération. Oui. Après, je n'ai pas suivi tous les gens qui sont en place. Je pense qu'il y a sûrement des gens très bien au sein de cette fédération, mais il y a des gens qui sont là depuis trop longtemps. Et il est important que les choses s'assainissent, se renouvellent. Et voilà, j'ai récemment été en contact avec le DTN qui semble, de par ses réponses suite à des messages qu'il a reçus ou que je lui ai envoyés, et voilà, M. Vermeulen a l'air d'être décidé de rentrer dans la politique de notre ministre des Sports. Et j'espère que ça perdurera, et pour le bien-être, déjà pour l'image de notre discipline, et puis pour le bien-être des sportifs, voilà, tout simplement. Okay. Il y a quelque chose que vous voudriez ajouter? Non, que j'encourage, voilà. La démarche pour moi de parler n'a pas été facile parce que ça veut dire s'exposer. Mais voilà, je salue le courage de Sarah, en tout cas, que je salue si un jour elle voit ce reportage, parce qu'on a été ensemble en équipe de France. Et que s'il y a d'autres jeunes filles qui seraient malheureusement dans cette situation, même si elles sont jeunes, qu'elles ne fassent pas comme moi, qu'elles parlent même à... Les parents sont capables d'entendre plein de choses et d'accueillir plein de choses, même si des fois c'est dur de la part de leurs enfants. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Parce qu'après, c'est un sac à dos, un boulet qu'on porte toute sa vie, et il y a mieux à faire de sa vie. Merci. Merci à vous.